Allemagne pour un sujet riche en fait en termes de leadership et de management, qui est comment est-ce que finalement l'expatriation, le fait aussi d'accueillir des expatriés dans son organisation, permet de réinventer en fait l'entreprise et de relever un certain nombre de défis contemporains. Donc voilà, on va naviguer autour de ces sujets-là. Et on va prendre le temps avec Héloïse d'essayer d'explorer le sujet sous des facettes différentes pour vous donner le plus de pépites possible. L'intention qu'on a, c'est avec Héloïse, voilà, on a réfléchi ensemble, qu'est-ce qui pouvait être intéressant pour vous? C'était de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut réussir sa propre expatriation, qui n'est pas une chose aussi aisée que on pourrait le dire de prime abord. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on peut faire réussir à ses coéquipiers expatriés cette expatriation, parce que du coup, on est dans cette double logique. Moi, le manager qui décide dans ma carrière de partir, continuer l'aventure dans un pays étranger. Mais il y a aussi l'autre facette de moi, manager, je suis en train d'accueillir un certain nombre de coéquipiers dans le pays où j'exerce. Voilà. Donc, on avait envie autour de ces éléments-là de réfléchir ensemble avec vous. Et on va voir qu'en fait, derrière ça, il y a un enjeu. C'est comment est-ce que ce thème va nous permettre de résoudre des enjeux complexes et qui s'étendent bien au-delà aussi, finalement, on va le voir, de l'expatriation. Donc ça va vraiment être une richesse pour nous aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà, s'il y a des questions, faites-nous part de ces questions dans le chat et on va regarder ça au fur et à mesure. Et puis, si vous regardez en replay cette conférence, vous pourrez toujours, en fait, nous interpeller, Loïse, moi, au-delà, pouvoir, au-delà de cette conférence, comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur autour de ce thème avec nos expériences respectives. Voilà. Alors donc, du coup, mettez bien dans le chat la question clé, en fait, pour vous. Là, on va prendre un temps d'échange de façon assez interactive avec Héloïse, mais on pourra tout à fait intégrer ce que vous avez envie de nous dire au fur et à mesure. Et puis, quoi qu'il en soit, on prendra un temps d'échange un peu plus long à la fin. Donc, voilà, dites-nous là dans le chat qu'est-ce qui vous inspire dans ce sujet, quelle est la valeur qu'on peut vous apporter ce matin et la question clé que vous vous posez aujourd'hui. Voilà. Alors, on va se présenter, Louise, si tu veux bien. On va un petit peu plus dire à nos interlocuteurs qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Voilà, votre serviteur aujourd'hui, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a une longue expérience entrepreneuriale. J'avoue que j'aime ça. Je suis quelqu'un qui aime analyser des signaux faibles dans une société, voir comment est-ce qu'on met ça en ordre de marche dans une organisation. Et c'est vrai que j'ai toujours été pionnière sur un certain nombre de sujets et en même temps, je suis une grande pragmatique parce que j'aime l'opérationnel, j'aime mettre dans la matière les idées qu'on peut avoir, voilà, et aller de l'avant. Du coup, je m'appuie sur 3 grands piliers, donc cette question de la vision, mais aussi de l'action, vous l'avez bien compris, et en transverse, la relation. Et puis, j'ai 3 alliés forts et qui sont très importants pour moi. J'ai une démarche qui est très organique, très systémique, très en lien avec le fait d'avoir des organisations qui soient vivantes, vibrantes pour tous ceux qui bossent dedans, un grand sens du défi et garder mon discernement dans un monde où ça va très vite. Il y a beaucoup d'informations tous azimuts, beaucoup de fake aussi, il faut bien le dire. C'est pas évident de faire du tri, mais du coup, garder le discernement est quelque chose de très important pour moi. Voilà. Et j'ai eu la chance, euh, eh bien, tout en créant, développant des structures, de pouvoir accompagner les dirigeants depuis maintenant plus de 25 ans, dirigeants exerçant à la tête de business dans des territoires différents, ce qui m'a amené à travailler sur les 5 continents. Et du coup, d'avoir envie aussi de vous partager l'expérience d'avoir accompagné beaucoup d'expatriés. Voilà, un petit peu pour vous situer. Et puis, eh bien, Héloïse, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, merci Dan. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Héloïse Bourg. Je suis actuellement directrice de la trésorerie d'Alliance Technologie SI. Donc, je suis basée en Allemagne, à Munich, ville du siège social du groupe Alliance.
Voilà. J'ai un parcours très assurantiel. Je suis née dans l'assurance, je dirais, puisque je suis actuaire de formation et je suis rentrée dans le groupe Alliance, enfin au sein d'Alliance France en 2007, et j'ai exercé un certain nombre de fonctions au sein d'Alliance France. Des fonctions très opérationnelles, des fonctions de manager, des fonctions de contrôle, des fonctions de trésorerie aussi ou de manager de projet. Et après quelques années au sein d'Alliance France, avec beaucoup en fait, d'interactions avec mes collègues allemands du groupe, j'ai décidé de chercher une position en Allemagne, au siège. Et me voilà depuis presque un an maintenant, puisque je suis arrivée en février de cette année à Munich en tant que responsable de la trésorerie d'une des entités en fait, du groupe Allianz. Voilà, donc du coup, Héloïse, ça va être intéressant que tu puisses partager ton expérience, du coup, d'avoir changé de pays, Oui, même si tu avais des liens avec, effectivement, là où tu es, qui est le siège social, hein, le headquarter d'Alliance, hein, donc ça aussi, ça imprime quelque chose de différent. Mais en tout cas, de nous partager, ben, qu'est-ce que ça fait de concrètement changer de pays, d'y vivre et d'y travailler, hein, ça va être riche que tu nous dises un petit peu, vu de ta fenêtre, qu'est-ce qu'on peut extraire de tout ça? Et alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on connaît cette conférence? Un peu au travers de nos présentations, vous le comprenez. En fait, on a des expériences complémentaires. Voilà, de qu'est-ce que c'est que d'être sur un autre pays que le sien? Qu'est-ce que c'est aussi la vie d'un expatrié? Quelle richesse ça peut avoir? Alors, c'est vrai qu'on vante beaucoup, hein, Héloïse, on dit beaucoup, on a beaucoup dit, en tout cas pendant des ouais. décennies, que pour booster sa carrière, c'était important au moins avoir fait, d'être parti à l'international. Et donc, on va challenger un peu ça ensemble Ouais. aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un point de départ, en fait, aussi quelque part, où on a beaucoup encouragé les belles pépites des structures à aller voir au-delà et se construire le reste de son processus ailleurs. Voilà. Et donc, on a envie de partager ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, pour vous faire réussir vous-même dans votre situation. Voilà, c'est ça notre, ce qu'on a visé ensemble. Alors du coup, on va traiter ça en 2 volets, si vous le voulez bien. On va déjà regarder vous, dirigeants, vous partez justement avec cette dynamique, OK, ça fait partie de mon développement de carrière que de partir à l'étranger. Et dans un deuxième temps, on ira regarder, OK, qu'est-ce que ça veut dire de manager un ou une expat, de façon à ce que, ça matche bien, et pour la personne qu'on accueille et pour, l'organisation qui reçoit. Voilà. On va partir là-dessus et donc on va commencer avec le volet, je m'expatrie, poids dirigeant, OK, j'y vais, go, je pars, en avion, en train, peu importe, en voiture, comme vous voulez, à cheval, peu importe, mais je pars. Et donc, on va regarder là aussi qu'on a 2 facettes à l'histoire. Il y a le volet personnel parce que je suis quand même une personne avec une vie personnelle qui part à l'étranger, dans un autre pays, une autre culture. Et puis, il y a un volet professionnel qui est à l'origine mon développement professionnel. Voilà. Alors, on va regarder ces deux choses-là parce que finalement, il y a beaucoup à dire, hein, Héloïse, autour de ces deux sujets-là. Et on va commencer par moi, je pars. Et là, on va regarder, Héloïse, aussi à l'aune de ton expérience, et moi aussi ce que j'ai pu voir avec tous les Mm. expats que j'ai aussi pu accompagner, qu'est-ce qu'il y a d'important à clarifier avant de partir en expatriation? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce sujet clé, les choses que tu as envie de souligner là-dessus? Oui, merci Dan. Effectivement, le jour où on a notre contrat, on a signé notre contrat. Alors, je rappelle quand même quelque chose dans l'expatriation aujourd'hui. On est pour la majeure partie d'entre nous expatriés avec des contrats locaux. Euh, donc, on n'a plus ces contrats d'expatriation qui nous relient à nos pays d'origine. On signe des contrats locaux avec des nouvelles avec la réglementation locale, ce qui est un petit peu différent psychologiquement, je dirais, puisqu'on fait un réel cut avec notre pays d'origine. Personnellement, je pense qu'il faut être bien clair que ça va être une remise en question de tous vos repères professionnels, mais aussi personnels. C'est comme si
mon expérience, c'est vous repartez à zéro puisque, comme tu l'as dit, Dan, le jour où vous partez en avion, en train, en voiture, comme vous voulez, vous mettez votre valise là où, dans le transport qui va vous amener à la destination. Et in fine, quand vous allez arriver, la seule chose que vous allez avoir, c'est votre valise et il va falloir tout reconstruire dans un environnement qui n'est pas le vôtre. Donc, il faut être prêt, en fait, à perdre ses repères, à perdre un peu ses habitudes. Enfin, pas un peu, vous allez perdre vos habitudes et être prêt à tout remettre en marche ailleurs avec un nouvel environnement. C'est extrêmement passionnant, intéressant. Ça demande beaucoup d'énergie psychologique et aussi d'énergie physique. Et je vais peut-être commencer par ça parce que j'en ai parlé assez souvent à des gens autour de moi et je dirais qu'avant de partir, il faut être en excellente santé physique et mentale parce que ça va être très énergivore pour vous. Donc, il faut que vous soyez prêt physiquement à absorber l'impact en fait de l'expatriation. Et c'est quelque chose qui, je trouve, est pas dit avant de partir. La première question qu'on va vous dire, je le dis en rigolant parce que c'est une question qui revient à chaque fois quand vous allez commencer à dire que vous voulez partir en expatriation, on va vous dire et comment tu vas faire pour ta retraite? En fait, Oui, la première question quand vous signez un contrat, c'est et ta retraite? Alors, on verra la retraite plus tard, mais en fait, concrètement, quand vous arrivez, je peux vous dire que la retraite, vous n'y pensez pas du tout, parce que vous avez beaucoup d'autres choses personnelles à gérer. Administratives, vous allez vous retrouver en face de l'administration du pays hôte, donc vous allez devoir comprendre comment cette administration fonctionne, vous allez devoir vous intégrer dans cette administration, et tout ça va être énormément énergivore. Il y a un autre impact personnel qui n'est pas mentionné, à mon sens, suffisamment, c'est l'impact financier. Une expatriation, ça coûte cher. Vous allez devoir louer un appartement, acheter potentiellement des meubles, vous allez avoir des coûts de transport, vous allez avoir des coûts de vie qui n'étaient pas présents dans votre environnement à l'origine. Et je dirais que pour tous ceux qui sont en cours de négociation d'un contrat d'expatriation, d'un contrat local, il faut absolument que ce soit intégré dans votre contrat, notamment la première année coûte très cher. Donc il faut vraiment que ce soit compensé soit par des frais, soit par une augmentation de salaire très conséquente. Il faut aussi prendre en compte que dans certains pays, les assurances sont plus chères, les assurances santé sont plus chères, ce n'est pas le même régime que la France. Donc tout ça doit être bien réfléchi en amont au moment où vous allez signer votre contrat, parce que vous allez avoir un impact financier qui est très difficile, à mon sens, à estimer quand on est encore dans son pays d'origine. Dan, c'est important pas ce que tu dis. C'est important ce que tu dis là, Héloïse, parce qu'en fait, on va aussi dire des choses qu'on ne dit pas forcément. Et c'est utile, en fait, de les poser, de les mettre sur la table et de se dire, c'est pas pour faire peur à qui que ce soit, mais c'est au contraire pour bien préparer son départ et arriver dans les meilleures conditions possibles, avec une conscience un peu élargie sur ces sujets, qui fait qu'on a bien balayé, en fait. Et nous, on l'aborde un peu plus sous l'angle de, OK, qu'est-ce que j'ai à savoir, qu'on ne dit pas forcément, qui ne fait pas forcément partie de la discussion qu'on a dans la négociation avant de s'engager, hein, mais que, voilà, quand on veut vraiment que ça puisse apporter quelque chose à l'organisation et quelque chose aussi à la personne qui part en expatriation, ça passe par ces endroits-là. Donc, du coup, c'est comment on s'autorise aujourd'hui à mettre la lumière, en fait, sur ces points-là. Mais vous verrez qu'en fait, en mettant la lumière sur ces points-là, finalement, on pourrait reprendre ça dans une vraie relation managériale, même quand il n'y a pas d'expatriés. Vous verrez, la question aussi d'être en bonne santé, on est quand même dans une civilisation assez chaotique aujourd'hui, avec beaucoup d'événements qui viennent bousculer nos organisations. Ça demande de l'énergie, ça demande vraiment de l'énergie, et souvent c'est sous-estimé. Et quand on regarde le niveau de burn-out des dirigeants aujourd'hui, ça nous interpelle. Alors encore plus quand on change de pays, qu'on n'est plus du tout dans son giron,
maternelle, habituelle, on va dire quelque part. Donc, c'est vraiment important ce que tu nous partages là, Héloïse, comme des facteurs clés de succès, en fait, on a envie de dire, qu'on peut peut-être mettre avec un cran en dessous quand les gens ne sont pas en expatriation, mais qui finalement sont des clés réelles. Il y a aussi toute la question, Héloïse, on en a discuté, de qu'est-ce qui se passe quand on part en Oui. expatriation dans la question de la relation avec ses proches? Alors, oui, c'était ma prochaine, mon prochaine bullet point, effectivement. En fait, il y a deux choses. Je pense qu'il faut être prêt à l'isolement. Mhm. Quand bien même on parle dans un pays où... alors, il y a quand même une question de langue dans le pays où on part. Si vous parlez la langue, c'est plus facile. Ouais. Mais vous avez quand même à recréer des repères, un environnement. Donc, il y a quand même Mhm. une phase où vous allez, vous, en tant qu'expatrié, être isolé. Si vous Mhm. partez seul, évidemment, vous serez isolé. Si vous partez en couple ou en famille, vous serez aussi isolé. Ce sera la famille qui sera isolée. Ça, je l'ai partagé avec d'autres expatriés qui sont partis avec femmes, enfants et ainsi de suite. Ils ont le même sentiment d'isolement. Donc Mhm. souvent, cette partie-là, elle est contrebalancée par le fait d'intégrer une communauté d'expatriés de son pays au sein Oui. de son pays hôte. Je suis partagée sur ce sujet-là, c'est une opinion personnelle. Si j'ai choisi de m'expatrier dans un autre pays, ce n'est pas pour vivre avec des Français. En fait, sinon, autant que je reste en France, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Donc l'idée, moi, c'est vraiment de m'intégrer dans la culture, d'avoir des nouvelles connaissances qui sont des connaissances qui soit viennent de l'étranger, soit sont allemandes, en l'occurrence, puisque je suis en Allemagne. Mais il faut être prêt à cette ouverture d'esprit et à faire entrer dans son univers des gens qui ne sont pas avec votre culture et votre monde pour pouvoir justement s'enrichir au maximum. Ça a le revers de la médaille de cette partie très enrichissante à mon sens culturel, c'est effectivement la relation avec ses proches qui sont restés dans le pays d'origine. Et là, il y a différentes. Vous passez par plusieurs étapes. Moi, j'en suis encore aux premières étapes parce que j'en suis qu'à 1 an. Déjà, il faut que, à mon sens, les proches acceptent votre départ. Ils vous verront moins. Ils vous verront. Vous évoluerez, vous, dans votre façon de vivre, dans votre façon de penser. Ils ne le verront pas. Ils l'entendront peut-être par des communications, mais ils ne le suivront pas au quotidien. Et il y a un déphasage, en fait, qui se crée avec les gens qui restent dans votre pays d'origine, qui, je pense, au fil du temps, est de plus en plus important. Donc, je pense qu'il faut être bien au clair avec ça, la relation avec ses proches. Et un sujet qui revient souvent chez les expatriés, et principalement les expatriés qui sont un petit peu plus âgés, je dirais, c'est quand vos parents vieillissent, forcément, ils sont plus dépendants, ils vont être plus malades, ils vont plus avoir besoin de vous. C'est un fait, c'est comme ça. Et en fait, c'est une discussion qui revient très souvent chez les expatriés autour de 45, 50, 55 ans. Vous êtes loin. Vous ne pouvez pas, si on vous appelle, arriver en 2 heures ou arriver en 1 heure. Ce n'est pas possible. Il vous faut une journée de transport, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et donc, il faut... c'est un moment qui est délicat à gérer avec les proches, principalement quand vous êtes un expatrié un peu plus âgé que quand vous êtes étudiant. C'est une discussion qu'on a souvent, mais je pense que il faut aussi encore un peu, c'est une préparation en amont, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui... Vous vous réveillez pas un matin en vous disant je vais m'expatrier demain. C'est un long processus décisionnaire dans votre tête, dans votre démarche professionnelle et personnelle, et c'est quelque chose qu'à mon avis, il faut partager avec ses proches en amont pour que eux-mêmes acceptent ou prennent le temps d'accepter votre départ et que finalement ce soit aussi pour eux enrichissant, parce que pour eux c'est super enrichissant. Quand ils viennent vous voir, bah, ils découvrent votre nouvel univers, c'est pour eux aussi beaucoup de nouvelles expériences. Même si pour moi mon mini-univers bavarois c'est éventuellement de leur faire découvrir le Biergarten l'été au soleil, mais pour eux aussi c'est quelque chose de nouveau. Et voilà, mais il faut que pour eux aussi ce soit quelque chose d'enrichissant et qui ne sentent pas qu'on les abandonne. Il faut éviter ce sentiment d'abandon. Et vous l'aurez, vous, en tant qu'expatrié, dans les premiers mois. Il y a un moment, à mon avis, on le vit tous, où vous vous dites pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai décidé ça. Et en plus de tout ça, pourquoi j'ai abandonné mes proches.
Donc, il faut vraiment être au clair et avoir bien préparé cet environnement qui peut poser un certain nombre de questions. Et de ce que j'ai entendu dire d'expatriés qui sont là depuis plus longtemps, plus le temps avance et plus l'âge avance, et cette question est de plus en plus prégnante. Bah, ouais, elle peut prendre de plus en plus, Oui. d'importance. Mm. Voilà, c'est comment on prend soin des liens, en fait. C'est pas juste je pars et puis on laisse tout comme ça parce qu'effectivement, on a vécu jusque-là avec un certain nombre de personnes, on s'en éloigne, mais la vie continue et du coup, comment est-ce qu'on va prendre soin de ce lien et qu'on soit Oui. d'accord là-dessus et que ça ne devienne pas une pression? Parce que dans ce que tu dis, Héloïse, parfois, ce que j'ai pu voir, c'est que, bah, si on a, par exemple, une grave maladie qui arrive et cetera, ça peut être un frein aussi à la disponibilité mentale de Complètement. l'expatrié, qui se sent, pas bien, un peu impuissant, parfois un peu coupable sur ces questions de la relation avec ses proches, en fait, quelque Complètement. part et d'être aussi moins disponible parce qu'il faut le dire quand même, c'est un investissement personnel aussi de s'expatrier, donc on a un petit peu moins de disponibilité aussi que ce qu'on pouvait en avoir dans un pays où on était assez rodé. Il y a aussi l'aspect que je trouve intéressant, Héloïse, que tu disais, c'est, bah, quand on revient parce que, quand même on a des épisodes où on revient auprès de ses proches, au début on est un peu le roi, la reine de la fête, hein, Oui, je dois mais au avouer. fur et à mesure que le temps passe, que se passe-t-il, Héloïse? Bah, en Qu'est-ce qui fait, se au passe? début, quand vous revenez, tout le monde veut savoir ce qui se passe, comment vous vivez. Ça fait longtemps qu'ils ne vous ont pas vu, donc ils vous attendent. C'est très sympa. Ouais, Et au fil des retours qui s'espacent aussi avec le temps, en fait, vous vivez des choses sans eux, ils vivent des choses sans vous. Et quand vous revenez, la convergence n'est pas si simple. Parce mmh, que vous, en tant qu'expatrié, globalement, vous voyez où, ce qu'ils ont fait, comment ils ont évolué, parce que vous connaissez votre culture, c'est automatique, c'est intuitif. Mais eux, pour eux, vous vivez dans un monde où ils n'ont même pas idée de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc il y a un certain déphasage qui peut se ouais, créer c'est ça. euh, et qui est mécanique et je dirais qu'on va avoir du mal à combler et qu'il va falloir Ouais, accepter des deux côtés. ouais, c'est ça. Et, et je pense que ce déphasage au long cours, il faut juste se dire oui, bah, c'est un impact de mon choix. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est effectivement à prendre en compte. Après, voilà, tout n'est pas positif. Donc, c'est un des sujets qui. Alors, j'en suis pas à cette phase-là, mais je sais que ça existe, notamment si vous voulez revenir. Je sais que le retour est très compliqué, C'est justement du fait pas de ce simple. déphasage. Ouais, c'est pas simple. En effet, le retour peut ne voilà, mais bon, après, voilà, c'est pas la question du jour, mais ça se Non, c'est pas prépare la aussi un question. retour, surtout pour ceux qui partent en famille avec les enfants, les questions d'école, enfin, c'est pas si simple que ça. Donc ça veut dire quand même être très attentif à la qualité du lien avec soi et lien avec les autres pour pas se déphaser complètement Non. et se perdre, en fait, en cours de route parce qu'il reste important quand même dans nos vies, dans nos dispositifs. Ça c'est clair. Après tu disais quelque chose de très juste, en fait, effectivement, on va être, on va se confronter à d'autres problématiques, d'autres choses et ne pas oublier qu'en fait l'expatriation avant toute chose, c'est une remise en question. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, sur la remise en question. Alors, c'est la remise en question de toute votre vie, hein, Mmh. l'expatriation par définition, de votre vie personnelle et professionnelle. Ouais, Comme je disais au début, en fait, quand vous allez arriver, vous allez perdre tous vos repères, ouais. quels qu'ils soient, y compris linguistiques ou alimentaires, par exemple, Mmh. quelque chose de très concret. Euh, je vais revenir à la qualité de vie. Je pense qu'il faut vraiment être au clair sur pourquoi je pars, Mmh. pourquoi j'ai eu cette démarche, aussi bien personnellement que professionnellement. Et il y a quelque chose qui, à mon sens, est important, c'est la qualité de vie au quotidien. Il Ouais. faut que ça vous apporte, à mon sens, une augmentation de la qualité de vie au quotidien. Il ne faut Mmh. pas juste que ça vous apporte un statut d'expatrié, un plus gros salaire ou un statut social plus élevé parce que vous êtes directeur d'une branche à Singapour. Il y a aussi le quotidien quand on se lève le matin et qu'on prend un café, hein, qui est important. Et à mon sens, c'est là où il va y avoir une remise en question personnelle et il faut choisir un pays et une ville où on se sent bien, où on a envie de vivre
Et il y a une phrase que j'ai entendue d'une amie qui est venue à Munich un week-end, et elle m'a dit j'aime beaucoup cette ville parce que je me sens en paix à Eh Munich, oui. ce qui est aussi mon cas. C'est une ville que vraiment je trouve très agréable à vivre. Donc moi, j'ai augmenté ma qualité de vie en vivant à Munich, ce qui permet de temps en temps aussi de se dire je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je me suis remise en question, et ça a vraiment remis en question tout l'équilibre de ma vie, mais pour le côté positif, je dirais. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est important à être au clair avec ça avant de partir. Ouais, je pense que tu dis quelque chose de très important parce que moi j'ai vu des expatriés repartir, hein, et encore plus quand ils sont en famille, parce que finalement l'épouse se plaît pas, parce que, elle y trouve pas son compte, parce que parfois elle a quitté son job pour suivre son époux ou l'inverse, hein, les 2 arrivent, hein, dans des situations différenciées et finalement en termes de qualité de vie, enfin je citerai pas de pays pour pas ostraciser, mais je l'ai vu sur certains pays où du coup, ben, le voilà, ils s'y retrouvent pas et c'est vrai qu'il y a quand même, en dehors de son travail, on a besoin de s'y retrouver aussi quelque part à C'est l'arrivée, ça. donc il y a ce point à clarifier. Et puis là, j'ai mis, parce qu'on va retrouver ce volet de la performance aussi de l'autre côté sur le volet professionnel, soyez attentifs aussi à ne pas vous sur-challenger. L'expatriation est déjà un challenge en soi. Ne pas s'en demander trop non plus tout à la fois, parce que ça peut être une source de démobilisation, voire de démotivation à un moment donné, de découragement, parce que c'est trop, quoi, hein. On va le réexplorer sous l'angle professionnel, mais ça, tu le disais très bien, Héloïse, et moi, je l'ai vu souvent. Tout d'un coup, c'est too much, quoi. Alors moi, je suis une femme qui adore les défis, mais qui sait aussi trouver la bonne limite pour que ça n'écroule pas l'édifice quand même à l'arrivée, hein. Et sur le volet personnel, il faut quand même se dire, vous allez avoir un challenge professionnel, mais vous allez avoir un challenge personnel. De façon très concrète, quand vous arrivez, vous avez beaucoup de sujets administratifs à gérer avec une administration qui ne parle pas votre langue et que vous ne connaissez pas. Vous allez avoir le challenge de trouver un appartement. Ça peut paraître très, très cohérent, mais c'en est un. Donc, effectivement, la longue liste des choses à faire en dehors du professionnel est déjà en elle-même un challenge. Et je Absolument. dirais qu'au début, on voudrait que tout soit fait en 3-6 mois. On pense qu'en 3-6 mois, tout va être réglé. Oui. Moi, j'ai mis, pour être très honnête, une dizaine de mois à régler tous les points. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il faut que vous acceptiez ça, parce que sinon, il y a trop de pression. Vous avez déjà quand même le boulot qui tourne, et on va le voir, on va passer au volet professionnel. Vous avez toute votre vie qu'il faut caler, avec, voilà, bon, après si vous avez charge de famille, les écoles des enfants, comment ça se lance, comment ça se passe, et ne serait-ce aussi de trouver le logement. Alors parfois on vous fait des propositions de logement, mais après c'est à vous d'aller les voir, à vous de choisir l'endroit où vous allez poser votre dévolu. Enfin, tout ça, ça prend du temps, mine de rien, qui sont des choses qu'on ne fait pas quand on est je dirais, dans son environnement habituel. En tout cas, on a plus de temps pour le faire si on veut changer de maison, etc. Donc, c'est important ce qu'on vient de dire, à prendre en considération, parce que souvent, c'est pas pris en considération et ça peut être quelque chose qui peut être vraiment difficile à vivre après, et nous mettre en surcharge, en fait, quelque part, assez rapidement, et en surchauffe, du coup, à l'arrivée. Alors, Héloïse, si tu veux bien, on va passer du côté volet professionnel maintenant. On Oui. va regarder, OK, je m'expatrie, moi dirigeant, moi manager, et en fait, la question à se poser, ça va être autour du véritable challenge, et nous, on va le regarder du coup, sous des angles importants. Est-ce que tu veux bien nous dire, en fait, nous parler de ça, au fond, que l'expatriation, c'est un véritable processus d'apprentissage? Oui. C'est, alors, après notre premier échange, Dan, j'ai pas mal réfléchi par Mmh. rapport à l'échange qu'on avait eu sur effectivement la reconstruction de notre base, je dirais. Vous êtes obligé de déconstruire vos acquis pour reconstruire des nouveaux acquis. Ouais. Et ça prend malheureusement, je Mmh. dirais, plusieurs mois. Mmh. Et c'est une phrase que tu m'as dite quand on a eu un échange d'un autre dirigeant qui a dit: j'ai perdu 6 mois au début pour réaligner mes croyances avec la réalité. Et je Absolument. dirais que j'ai aussi perdu entre 6 et 8 mois
euh, dans les premiers mois pour justement réaligner euh, alors, ce n'est pas forcément les connaissances, mais c'est notre façon de travailler, notre façon Ouais, d'aborder le travail dans cet nouvel environnement, dans cette nouvelle ouais, culture, dans cette nouvelle langue, dans des nouveaux sujets qu'on vous propose. Et en fait, cette période-là, à mon sens, est extrêmement délicate. Euh, et, et elle n'est pas du tout expliquée parce non. que il y a le sujet de la performance. C'est-à-dire que usuellement, si vous êtes dans un grand groupe et si on vous propose une expatriation, si on vous propose un poste à l'étranger, c'est que vous avez une certaine expertise dans vos pays d'origine et le pays d'accueil, principalement quand on monte dans les headquarters, il cherche votre expertise. Mhm. Donc vous êtes un performeur dans votre pays d'origine et évidemment pour vous, c'est logique que vous serez un performeur dans le pays d'accueil. Le problème, c'est que entre les deux, il y a le processus d'apprentissage qui fait que vous vous sentez dans un extrême inconfort les premiers mois parce que vous avez perdu tous vos repères professionnels historiques. Alors, je pense que c'est moins vrai quand vous faites de l'expatriation tous les 2 3 ans parce que vous connaissez le processus, mais lors de la première expatriation et surtout si vous avez travaillé longtemps euh, dans un pays où vous connaissez la culture, l'organisation, les façons de travailler par cœur, vous êtes un peu perdu, voire beaucoup perdu quand vous arrivez, et il faut tout reconstruire. Et je pense qu'il faut accepter, encore une fois, c'est une question de temps, cette phase de reconstruction. Il faut se dire, bah, au fil des semaines, ça va s'améliorer, et ne pas vouloir tout gérer en même temps. C'est un peu le même sujet que sur la vie personnelle. Ne pas vouloir mettre un tic vert à côté de tous les sujets que vous avez à traiter et se dire, bah voilà, cette semaine, j'ai réussi à faire ça, c'était plutôt pas mal, c'était un bon succès. La semaine prochaine, je ferai un autre sujet. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir que tout soit parfait tout de suite Ouais, c'est quand ça. on part Ah, en bah, expatriation. ouais, ouais, De la même façon que c'était parfait ouais, c'est dans ça. notre pays d'origine, Ouais, les gens ouais. qui vous accueillent, c'est la deuxième étape, attendent de vous beaucoup, et Mhm, à mon mhm. avis beaucoup trop par rapport à ce que vous êtes capable de produire à l'instant T où vous arrivez. Et c'est extrêmement difficile de réaligner cette réalité entre vos acquis, la réalité terrain, les attentes de votre manager ou de votre compagnie. Et tout ça, il y a un moment où vous êtes complètement perdu. C'est encore un sujet de perte de repères, de ne pas être dans une zone de confort et d'être en extrême inconfort et en extrême Et- instabilité, ouais. voire, à mon sens, et ce que j'ai vécu, insécurité. Alors, pas insécurité physique, hein, mais insécurité professionnelle. Et je pense qu'il faut être conscient que ces moments difficiles existent pour tous les expatriés. Ouais. Et je pense que là, Euh, tu dis quelque chose qui est vraiment important parce qu'on ne le dit pas, ça. On a oui, une zone de fragilité, de oui, vulnérabilité, parce qu'on déconstruit nos repères. On était l'excellence même par rapport à nos compétences dans notre pays initial. Et là, tout d'un coup, on est un peu, voilà, il y a une zone d'instabilité oui. obligatoire. Et si elle n'est pas prise en considération, c'est elle d'ailleurs qui va nous freiner pour la suite. Et c'est là qu'on va perdre du temps en voulant suroptimiser au départ. C'est là qu'on sous-optimise à l'arrivée, en fait. C'est le balancier à l'envers et tu le décris vraiment très, très bien. Et là, soyez attentifs là-dessus parce que, comme tu le dis, en fait, il y a une période d'investissement, en fait, de déconstruction et où j'investis. Et du coup, c'est pas forcément à la hauteur en termes de résultats que ce que les gens du business dans lequel j'arrive attendent et de ce que moi j'espère et j'attends aussi. Et c'est ça, en fait, qui est à gérer à l'intérieur. Oui, parce que je ne suis pas dans ma zone de confort, mais dans ce que tu dis au fond, ce que tu expliques, de déconstruire aussi ce que je sais, ce que j'ai rodé, devrait être le cas à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau business. Mais quand on part à l'étranger, ça se décuple. En fait, vous Oui, voyez, ce qu'on est en train de se dire avec Héloïse, c'est que au fond, tout ça, ça fait partie de l'expérience managériale, mais si ce n'est pas intégré quand on part dans un business à l'étranger, là, ça peut être beaucoup plus touchy. Alors, on peut faire, entre guillemets, de la casse pour soi, mais on peut en faire aussi autour de soi. Du coup,
parce que ça peut, en fonction de notre nature, générer ou de l'agressivité ou de la colère ou de la tristesse, enfin, vous voyez, des émotions qui sur-challenge finalement, le challenge existant, quoi. C'est vraiment important, ce qui est posé là, comme une sorte de prise de conscience forte parce que et je te rejoins, tous les expatriés, je peux vous dire dans 95 m'ont tous dit: «Mais finalement, j'ai perdu 6 mois». Ouais. Parce que je suis arrivée avec mes croyances d'avant, mon expérience et qui on envoie dans les business à l'étranger, c'est des gens extrêmement compétents, hein, faut pas oublier ça. C'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui sont très compétents et pour autant, bah, quand ils vont arriver, sur ce terrain de leurs compétences, ils vont être challengés très vertement. Mmh. C'est ça, en fait, qui est important à dire aujourd'hui et que tu exprimes vraiment très, très bien, Héloïse, ici. Voilà, c'est des points, voilà. Moi, je pense qu'on arrive à une époque, ce troisième millénaire, où il faut se dire les vraies choses, quoi. Faut arrêter non, mais c'est vrai, je pense qu'il faut arrêter de tourner autour du pot, il faut dire les vraies choses aux gens, comme ça ils peuvent, se préparer, ils peuvent, investir les choses autrement et que du coup on soit plus dans la légèreté. On a intitulé cette conférence «Défis contemporains». Pour moi, ça fait partie des défis contemporains. Si on veut vraiment relever les défis qui sont là sous nos yeux, il faut déjà commencer par pouvoir les relever nous, Mmh. en dépassant nos zones, de sécurité habituelles, quoi et c'est logique. On n'est plus dans notre langue. Alors, pareil, on a abordé ça ensemble, Héloïse. Même quand on parle anglais, par exemple, habituellement dans le business, dans Ah le oui. business dans lequel on est habituellement, quand on part à l'étranger, travailler avec des gens où c'est toute la journée ou et cetera, c'est encore autre chose, hein. C'est encore un autre sujet. Alors moi, j'ai plusieurs situations. Effectivement, le point, c'est généralement si vous partez, vous avez déjà eu beaucoup d'échanges avec, avec vos collègues à l'étranger, mais globalement, au maximum, vous allez être à 50-70% en anglais professionnel dans votre journée, mais quand vous allez retourner dans votre bureau, vous allez prendre un café avec votre collègue qui parle français, et puis quand vous allez aller chercher votre pain le soir, la boulangère elle va vous parler français. Là, vous allez arriver en anglais professionnel toute la journée sans pause, parce que vous n'avez pas le choix, de toute façon, personne ne parle français ou votre langue d'origine. Donc c'est à mon sens, beaucoup plus fatigant pour le cerveau, hein. Enfin, c'est encore une fatigue physique et psychologique en plus. Alors moi, j'ai l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas trop vous dire ça pour le coup à ce stade, que autour de moi, ça parle allemand. Je ne parle pas allemand. Après un an, je commence à comprendre. Mais pareil, donc vous êtes dans un environnement où vous ne comprenez pas tout, puisque les gens, quand ils parlent en allemand, vous ne comprenez pas. C'est effectivement assez fatigant. Donc, encore une fois, hein, période d'investissement et d'apprentissage, d'être challengé avec plusieurs langues Oui. au fil de la journée. Ce qui est très Mmh. drôle, je trouve, et je le ressens depuis quelques semaines, en fait, les locaux s'habituent à vous, Mmh forcément, mh. puisque vous faites partie de leur vie, de leur quotidien. Donc, et ça, je pense que c'est très important. Et moi, je vois beaucoup d'Allemands qui essayent de me parler un petit peu français de temps Mmh. en temps. Donc, du coup, moi, j'essaye de leur parler allemand. Et ça donne pour le coup, ça c'est très positif, ça donne une énergie, une dynamique au groupe qui est différente parce Ouais, qu'ils vous intègrent, ils vous acceptent dans leur groupe. Je ne dirais pas qu'ils vous adoptent, mais ils vous acceptent, ils vous ouais, intègrent, et au ouais, fil de l'eau, il y a des interactions différentes qui se créent c'est ça. autour de ces questions de langue, qui sont, à Oui, mon sens, oui. effectivement très importantes. Ouais et tu l'ajoutes, hein, parce que parfois, c'est stratégique aussi. Moi, j'ai accompagné, par exemple, des dirigeants qui prenaient, dans l'industrie pharmaceutique, un très gros business, par exemple, en Égypte et ben, c'était important de parler l'arabe. Donc l'arabe, c'est pas quelque chose qu'on apprend communément, et donc du coup, de se dire: «Bah, ça va être important que je prenne des cours de langue aussi Mm. pour progressivement arriver à maîtriser la langue». Parce que dans les négociations, très importantes, hein, sur lesquelles il y a beaucoup d'enjeux financiers, ce serait quand même plus adéquate. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, tout ça se met dans le panorama et c'est vrai que pour le cerveau, bah, ça ajoute de la complexité. Voilà, tout simplement et le fait de switcher, de: «Ah oui, alors là, je parle à qui, en quelle langue, on est où?» Enfin, vous voyez, il y a des neurones, en fait, à connecter. Il y a toute une dynamique, synaptique, hein, je dirais même physiologique, en fait, quelque part, qui est sursollicitée
par ce passage à Et l'expatriation. qui va être aussi vrai dans votre vie personnelle, hein, parce qu'évidemment, Ouais, dans votre travail, ouais, vous allez être en contact, mais dans votre vie ouais, personnelle, tout dépend dans quel ouais, pays vous allez être. Mais ne serait-ce qu'aller faire ses courses ou acheter quelque chose dans un magasin, les gens vous parlent dans leur langue, évidemment. ouais, Donc le challenge, il est, alors même s'il est plus simple parce que vous avez du temps, mais il faut quand même que vous traduisiez beaucoup de ouais, choses au fil de l'eau et que des automatismes arrivent au fil de l'eau dans la langue de votre pays d'origine. ouais. Ça, c'est Oui, plutôt, oui, je dirais, sympathique et bien agréable quand on sûr, commence bien sûr. à s'en sortir. Mais il y a une phase d'apprentissage où vous regardez les packaging et vous vous Ouais, dites qu'est-ce ouais, qu'il y a dedans, en fait. ouais, ouais. Alors, ça va, il met des images maintenant. Et donc, du coup, en fait, tu décris bien en fait ce processus d'apprentissage. Il est à la fois sur le plan de la langue, sur le plan de la compétence, parce que du coup aussi, il y a des choses à apprendre par rapport au pays, hein. Localement, il y a des choses qui peuvent être différentes. Et donc, avoir une forme d'humilité, en fait, un peu là-dedans, hein. Tu disais, parce que, voilà, même si on est hyper compétent dans son domaine à la base, il va falloir monter en compétence clairement et avant d'être au top, de ce qu'on pourrait estimer pour soi et pour son organisation, eh bien, il y a un certain temps. Il y a un certain temps qui va s'écouler, voilà, pour y arriver et du coup ne pas se laisser surprendre par, cette alors, on est dans une société où on veut tout très vite, et souvent on oublie bah, ouais, mais qu'il y a des processus et qu'on peut pas aller plus vite que la musique, hein. Et on reviendra là sur la question du coût aussi, hem, par rapport à l'exposition, à la visibilité. On reviendra dessus aussi par rapport au volet quand on accompagne l'expatrié parce que je pense que c'est important aussi là-dessus. Mais je voulais qu'on revienne un tout petit peu en arrière parce que du coup, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est bien de le redire ici. En fait, avant de partir, il faut être très clair sur, Oui, c'est quoi mon véritable challenge professionnel? C'est quoi, finalement, le pourquoi je pars, dans ce pays-là, à ce moment-là, hein? tout C'est à une fait. vraie question à se poser, pas juste à titre personnel, mais aussi mon vrai challenge et d'aller au bout de cette question aussi avec ceux qui nous proposent, l'expatriation pour que ça nous fasse, au-delà de: «Ah, ça me fait plaisir qu'on me propose quelque chose», mais est-ce que ça résonne profondément là où j'en suis dans ma vie pro perso, quoi? Oui, voilà, c'est vraiment être vraiment au clair sur les questions. Ouais, Pourquoi je pars? Qu'est-ce ouais, que j'attends de cette expatriation, professionnellement et personnellement, hein, forcément? ça. Et qu'est-ce qui va donner du sens à ma motivation dans les moments difficiles, en fait? Alors voilà, ça c'est très important Ça, ce que c'est tu dis. vraiment le point. Il Très va y important. avoir des moments difficiles, ça, c'est clair. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va vous dire, mais en fait, j'ai quand même eu raison de le faire et j'ai quand même envie de m'accrocher. Voilà, Voilà. et je vais continuer à m'investir. Et tant pis, aujourd'hui, bah, c'est une mauvaise journée, mais demain, ce sera mieux, on fera un petit pas vers la réussite. Il faut être très au clair. Pourquoi je pars? Et je pense qu'il faut être aussi, il faut que ce soit à la fois un objectif personnel et professionnel pour réussir ce Ouais, challenge-là. De façon à ce que absolument. vous ayez un bon équilibre, c'est-à-dire quand le professionnel va être dur, ben, il faut se dire oui, mais ma qualité de vie a augmenté, donc mon quotidien est plus agréable. Et quand le quotidien, c'est un petit peu plus dur parce que vous êtes, ah oui, mais professionnellement, j'ai aussi des succès nouveaux, j'ai des nouveaux collègues, je suis bien là où je suis. Parce que l'un sans l'autre, à mon sens, Ouais. c'est quand même excessivement difficile pour avoir un succès. Ouais et je pense que tu dis ce qui est vraiment important et qui pour moi aussi est un vrai facteur clé de succès, en règle générale, mais c'est aller chercher la motivation interne et pas juste s'arrêter à la motivation externe de: «C'est une belle opportunité, c'est un beau poste, c'est un pays chouette», enfin voilà. Tout ça, c'est bien, mais ça ne suffira pas pour traverser les inévitables up and downs, hein, qui jalonneront, l'expatriation. C'est tout à fait normal, hein, aussi, c'est savoir que c'est normal. On nous a beaucoup vendu aussi que la vie, ça devait être une courbe, à croissance comme ça, mais c'est pas la réalité des choses, hein. Pour tous ceux qui sont vraiment dans l'opérationnel aujourd'hui, ça c'est une chose trappe. Mais la vie, c'est voilà, progressivement, ça se lisse, effectivement. Mais globalement, voilà, donc on a besoin d'aller chercher cette motivation interne encore plus fortement ici, dans l'expatriation et qui va venir, après, effectivement, s'accorder avec la motivation, externe et
Ça, c'est vraiment un sujet clé. Donc, si tu veux bien, Héloïse, on va partir sur notre deuxième volet. On va Oui, les regarder ensemble maintenant. OK. C'est moi qui accueille un ou une mm, expat, hein, et donc du coup, on a plusieurs choses à regarder dans ce cadre-là. Du coup, moi, j'ai mis voilà, ce symbole, hein, c'est un truc vraiment, c'est main dans la main, hein. Quelque part, on va expliciter ça. Peut-être on peut déjà démarrer par l'accueil. Tu veux bien nous en dire un oui. peu? Qu'est-ce qui est important là? Je, je dirais que quand vous accueillez un expatrié dans votre équipe, l'onboarding est un petit peu particulier parce qu'il ne faut pas omettre l'impact de la relocalisation sur l'expatrié, c'est-à-dire l'impact de sa vie personnelle. Il va avoir besoin de temps, d'énergie et de disponibilité de cerveau pour gérer cette partie administrative dans le nouveau pays. Il va avoir besoin de temps pour gérer ces sujets de langue dont on parlait, qui peuvent être triples quand vous êtes dans un pays où vous n'êtes pas dans la langue de travail. Et ça, je dirais que le problème pour le manager, c'est que l'expatrié, il a 100% de capacité et il va devenir 70 ou 80% de sa capacité totale parce que il va avoir besoin de temps et d'énergie pour cette partie relocalisation et personnelle. Je pense que si vous voulez onboarder un expatrié, il faut prendre en compte cette partie-là dans les premiers mois. Alors, je ne dis pas qu'à mon avis, 3, 4, 5 mois sont suffisants, mais il ne faut pas l'oublier, sinon, en fait, l'expatrié ne pourra pas suivre et il Ouais, sera mécaniquement obligé de ouais. prioriser cette partie administrative puisqu'elle est la priorité des priorités quand vous arrivez. Autrement, vous ne pouvez même pas être payé le premier mois, je dirais. Donc, il vous faut un numéro de sécurité sociale, il vous faut un numéro fiscal, il vous faut une assurance santé si vous travaillez, si vous tombez malade, il vous faut un logement, vous ne pouvez pas vivre dehors. Et toute cette partie-là, de toute façon, sera mécaniquement sa priorité puisqu'il n'a pas le choix, en fait. Oui, alors c'est important ce que tu dis parce qu'il y a eu des décennies où en fait on était toujours dans la même boîte, on n'était pas avec des contrats de droit locaux. Mais à partir Exactement, du maintenant, moment, on est ah dans le ben droit oui, mais local. maintenant c'est différent parce qu'effectivement, souvent on pense que c'est juste que la poule aux œufs d'or de partir en Non. expatriation, mais on a des contrats de droit local maintenant, hein, Maintenant, oui. la plupart du temps, même dans les très grands groupes comme toi, Alliance, qui Oui, est oui, comme on a une très tous des grosse contrats compagnie, locaux. vous avez des contrats locaux, donc ça veut dire contrat local, ça veut dire sécurité sociale, ça veut dire effectivement toutes ces choses de la vie, quoi, tout simplement, qui sont importantes à faire pour se mettre en règle et ne pas être dans des préoccupations qui vont vous bouffer le cerveau, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quelque part. Donc, c'est comment on est pragmatique quand on accueille aussi en se disant: «Ah bah, quand Mm. même» parce que sinon vous aussi vous allez t'empêter en tant que manager en disant: «Ah bah, quand même il est encore pas là aujourd'hui» ou «Il me demande encore, à prendre du temps». Bah, oui, mais parfois il faut y aller dans les organismes. Il y a C'est plein ça. de choses qui se font avec la numérisation, puis, tout dépend aussi dans quel pays vous allez aller, hein, parce que la Mm. numérisation, c'est pas partout comme ça, hein. Il y a des pays où c'est peu numérisé aujourd'hui, hein, où, c'est encore beaucoup de papier, où c'est important d'aller dans les offices locaux. Donc ne négligez pas ce point parce que dès lors qu'un collaborateur, un coéquipier est préoccupé avec des choses qui touchent ses besoins fondamentaux, il ne peut pas être à 100% dans son boulot. Ah, pas la peine de C'est se raconter impossible. des histoires. C'est pas possible. Hein, il arrive le matin en me disant: «Mais quand est-ce que je vais pouvoir appeler pour faire ça? Quand est-ce que» vous voyez? Donc jouer le jeu, quoi, et effectivement, si vous jouez le jeu et que vous cadrez ça correctement, il va pouvoir faire le tour de ces grandes questions et puis finalement, ça durera moins longtemps que si, il traîne ça comme un boulet à ses pieds, au lieu de durer 3 4 mois comme tu disais, ça va peut-être durer le double, quoi, et c'est Exactement. voilà, c'est bénéfice zéro et pour l'un et pour l'autre, et encore moins pour l'organisation à l'arrivée. Donc voilà, accueillir, heu, c'est vraiment important. Dans l'accueil, moi, ce que j'ajoute aussi, c'est il a pas de réseau, hein, sur place, celui qui arrive. Donc C'est c'est vrai. comment est-ce que vous allez aussi l'aider à lui donner des repères, vous voyez, à lui présenter ses collègues sur place, à le mettre en lien avec, les gens qui vont compter pour, sa mission, sa fonction. C'est vraiment essentiel, hein. Souvent on n'y pense pas, c'est bénin ce que je dis, mais ça peut être bateau, mais Non, ça ne l'est pas. comment
lui faire gagner aussi du temps, de l'énergie, quoi, pour être plus vite dans sa fonction, hein. C'est peut-être ça vous paraît bête, mais comment est-ce que peut-être on l'invite, à un restaurant le premier soir où il arrive, parce qu'il connaît personne, il sait même pas où aller manger, enfin il est pas encore organisé nécessairement. C'est bête ce que je dis, hein, mais ça tisse autre chose à l'arrivée. Voilà. Donc ça, c'est cette question de l'accueil, du travail administratif, mais il y a aussi un point extrêmement stratégique. Tu veux nous en parler, Héloïse? Oui, et ça fait écho à ce qu'on disait avant. En fait, il faut être conscient en tant que manager d'un expat qui va avoir besoin de ce temps d'apprentissage dont on parlait avant, euh, qui va être forcément plus long que si vous recrutez un local qui connaît déjà bien les rouages. Donc, je pense que l'onboarding nécessite effectivement de lui donner des objectifs très clairs et très concrets. Parce qu'il va avoir besoin de réussite et de choses concrètes à faire pour justement se sentir mieux et accélérer ce temps d'apprentissage et aussi avoir des points d'ancrage de sécurité. On parlait tout à l'heure, enfin je parlais tout à l'heure d'insécurité. Le fait d'accepter ce temps d'apprentissage par le manager, mais en même temps de donner des réussites à votre manager va permettre qu'il se sente dans une zone de confort un petit peu plus stable, je dirais, moins d'insécurité et il va accélérer ce processus d'apprentissage. Donc, je pense que ça, il faut être bien conscient quand vous accueillez un expatrié, que vous allez avoir cette insécurité ou cette zone d'inconfort que lui ressent aussi à gérer parce que ça va retranscrire dans les échanges que vous avez avec lui. Je dirais que ça peut être... il faut aussi, et je reviens aussi sur un point qu'on a dit avant, ça me permet de reboucler, il faut savoir que si vous accueillez un expatrié, il ne faut pas se leurrer, il est là aussi pour travailler, donc il va plus s'investir qu'un local. Il n'a pas beaucoup d'amis, donc il n'a pas beaucoup de liens sociaux, donc il va plus travailler. En nombre d'heures, un expatrié travaille plus. Le dimanche après-midi, il n'a rien à faire, hein, je vous le dis très clairement au début. Donc il va plus travailler. Il est là pour travailler. Il est là pour se faire une place dans un autre pays. Donc il est motivé pour travailler, mais il faut lui donner un cadre et lui donner du temps. Il ne va pas forcément vous donner ce que vous attendez tout de suite parce qu'il ne va pas avoir forcément le même background, la même culture, la même vision des choses. Mais par définition, il va être celui qui va travailler pour couvrir en fait ce gap. Et pour avoir lu pas mal de documents, il y a une suradaptation au début de l'expatrié qui se joue, qui est extrêmement énergivore et chronophage. Et je pense que c'est justement ce que j'explique en disant que c'est celui qui va faire les heures du week-end, en fait, ou les heures du matin très tôt, pour surcompenser cet inconfort et le fait qu'il est complètement conscient qu'il n'est pas au niveau qu'on attend de lui. Mais à mon avis, dans cette phase d'investissement qui est très forte pour l'expatrié, il va faire un bond qui va faire qu'à un moment, il va devenir meilleur et au niveau qu'on attend de lui en tant qu'expatrié. Mais en tant que manager, il va falloir accepter cette phase-là, je dirais, en étant un peu patient peut-être aussi. Mais normalement, ça devrait être un bon retour sur investissement pour un manager. Ouais, c'est important, hein, ce que tu dis et du coup, faire ce point stratégique avec lui dès le début, en toute simplicité, avec Oui, humilité, de part et d'autre. OK, ben voilà, tes compétences actuelles, c'est ça, ici, ça tend vers ça. Où est le différentiel entre les 2? exactement. De quoi tu as besoin? Et du coup, ça nous amène tout de suite au point suivant, Le Héloïse, qui est mentoring, le oui. mentoring. Tu veux nous en Oui. dire un peu là-dessus? Oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait être mis en place à chaque fois que vous accueillez un expatrié, c'est de mettre en place en fait un système de mentoring. Ouais. J'ai un ami qui a une expression qui est assez sympa. Quand on arrive, on a besoin d'un papa ou d'une maman, hein, quelqu'un qui nous guide, qui nous tient la main de temps en temps quand on traverse la route. Et je pense que ce serait vraiment très important de systématiquement mettre un mentor à côté de chaque expatrié pendant la première année. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de le faire pendant très très longtemps, mais justement pour qu'il y ait une zone d'échange libre
en dehors de la sphère managériale, en dehors de la sphère hiérarchique, où il peut parler, communiquer, échanger sur les problématiques, les ressentis qu'il a, et qui est un peu la zone de libération, je dirais, ou d'échange très ouvert avec quelqu'un du pays, de la culture, et qui connaît en fait ce qu'on attend des personnes qui travaillent dans ces pays-là. Donc une sorte de parrain marraine en fait quelque Oui. part, qui vous donne aussi les codes du business, les codes de cette culture, voilà et puis qui effectivement peut être une écoute, attentive, parce qu'on a besoin de ça. C'est vrai comme tu dis, on connaît pas encore beaucoup de gens, donc on a besoin aussi parfois de poser des choses pour en discuter, pour avoir des éclairages, respirer aussi tout simplement. Donc cette question du parrain, de la marraine est vraiment intéressante. Et moi, finalement, je le recommanderais un peu systématiquement si vous voulez vraiment faciliter, l'intégration d'un nouveau coéquipier, voilà. C'est tellement plus facile, ça va tellement plus vite aussi, c'est tellement plus convivial quand on est vraiment avec quelqu'un, une sorte de binôme interne, voilà. Mais dans ce mentoring, en fait, ce qu'on a envie de dire aussi, c'est que ça donne une autre posture managériale. C'est-à-dire que moi qui l'accueille, cet expat, c'est aussi comment je deviens un manager au service, c'est-à-dire à l'écoute de, OK, comment c'est pour lui en ce moment, en sachant qu'il est dans une zone d'inconfort et de vulnérabilité, même si c'est quelqu'un d'hyper compétent par ailleurs, l'un n'échange pas l'autre, hein, en fait, quelque part. Et que cette oreille-là, cette écoute-là, va beaucoup fluidifier les obstacles que l'expat rencontre au fur et à mesure, les questions qui se posent aussi. Il y a beaucoup de questions au départ, hein, Héloïse, quand on arrive. On a plus de questions que de réponses hein, au départ, et c'est normal. Oui. Au début, on a beaucoup de questions. Je dirais qu'au début, il y a une zone d'anesthésie, Ouais, c'est ça. de perte de repères et d'anesthésie. Vous êtes anesthésié de tout. Vous Ouais. faites les choses automatiquement parce qu'il faut les faire. Et je pense que c'est une phase que vous ne pouvez pas éviter en fait et qui Ouais, justement permet de passer à l'étape d'après. ouais. Et c'est à ce moment-là que vous avez besoin de soutien, je Ouais, dirais. parce que Et, l'hypnose, c'est j'intègre ça. plein de trucs différents et au bout d'un moment, fou, là, c'est pour l'être humain, c'est pas si facile que ça. Et puis on va terminer sur le point de la question de la performance qui revient ici, on l'avait dit tout à l'heure, et de l'exposition. À quoi s'agit-il d'être attentif, là, Héloïse, sur la question de l'exposition, de la visibilité du coéquipier? Sur cette partie-là, on est de toute façon en tant qu'expatrié, à mon sens, on est plus exposé Oui. parce qu'on prend des postes plus exposés, hein, tout simplement. Encore une fois, il faut être prêt à ça. Et encore une fois, peut-être qu'il faut, c'est un peu toujours la même idée, il faut prendre le temps d'appréhender cette nouvelle exposition. Vous l'appréhenderez, hein, y a pas de, tout le monde y arrive, donc il n'y a aucune raison que, que les autres n'y arrivent pas. Je pense, voilà, encore une fois, vous allez être exposé, ça peut être un peu brutal, ça peut être complètement différent de ce que vous attendez, mais avec le temps, généralement, ça se recadre. En fait, c'est toujours une question d'investissement et de rééquilibrage entre l'exposition que vous connaissiez, l'exposition qui arrive et la brutalité des environnements qui peut être un peu différent en fonction des pays ou tout simplement des entités dans un même pays. Vous pouvez avoir différentes façons d'aborder ce genre de choses. Encore une fois, c'est vraiment je dirais le temps, l'expérience, l'investissement qui va faire qu'on se sent plus confortable avec cette nouvelle exposition qui et moi, je l'ai découverte un peu brutalement, je dirais, parce que je ne m'y attendais pas à cette exposition aussi forte en arrivant en Allemagne. Donc, encore une fois, c'est quelque chose dont il faut être conscient avant de partir, que ça va sûrement être le cas et que ça va encore une fois nous remuer, mais que de toute façon, par définition, ce sera positif puisque être plus exposé fait que vous progressez, fait que vous avez une meilleure visibilité, fait que vous augmentez votre capacité à communiquer en environnement international. Donc par définition, pour votre carrière et puis pour votre confiance personnelle ou votre satisfaction personnelle, c'est de toute façon des sujets très positifs et c'est peut-être là où je veux finir
la discussion. On a parlé de beaucoup de choses négatives qui sont rarement mentionnées dans l'expatriation parce que, comme tu disais, Dan, souvent quand vous signez, oh, super, tu pars en voyage pendant 3 ans. Non, je pars pas en voyage pendant 3 ans. C'est peut-être un peu sympathique au début. Il y a des choses dures, il y a des choses dont on n'attend pas, il y a des choses qui sont très challenging. Mais au bout du compte, quand on a réussi à les traverser, bah, vous avez grandi en fait dans l'expérience, vous avez rencontré Ouais, plein c'est plein riche. de gens, c'est extrêmement riche personnellement, professionnellement, culturellement, financièrement aussi, ça peut être le cas. C'est une richesse à tous les niveaux qui a un prix et c'est le prix de l'investissement je dirais, des premiers mois. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie qu'on reste là-dessus, Héloïse, sur la question. C'est extrêmement riche, c'est passionnant. Et avec ce qu'on vient d'aborder avec vous, ben, c'est vous donner les clés aussi pour que ça se fasse le plus en souplesse possible, le plus en légèreté. Et voilà, pour que vous soyez au cœur de cette dynamique qui va vous apporter de toute évidence beaucoup, à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Voilà, notre propos est vraiment autour de ça. Et du coup, moi, je voudrais finir sur cette tonalité-là avec vous en disant, c'est vrai que le monde actuel, il est complexe, il est polarisant, il est stimulant, ça peut être stressant, il est en train de bouger, ça va très vite, c'est pas toujours facile d'y voir clair. Hein, Héloïse, cette expatriation a amené parfois des moments un peu compliqués, etc. Et c'est pas toujours évident d'avoir un cap qui donne du sens, de l'importance de vous poser les bonnes questions, comme on vous y a invité aujourd'hui, et du coup, d'avoir cette capacité à relever les nombreux défis contemporains, parce que du coup, l'idée, c'est comment est-ce que du coup, nous, on va apporter notre contribution à l'évolution de notre structure pour qu'elle fasse face à tout ce qui se présente aujourd'hui. Donc du coup, ben voilà, si vous avez envie de... Nous c'est ce qui nous a vraiment invité à créer la fondation, voilà, nous emmène vers la création d'une fondation pour vraiment accompagner les dirigeants à rentrer de plein pied dans ce troisième millénaire challengeant, mais plein d'opportunités. Et donc vraiment, si le cœur vous en dit, ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir ben, qu'est-ce qui est important pour vous, quel est l'enjeu qui se présente à vous et comment est-ce qu'on peut vous accompagner au mieux. On a plein de choses à vous proposer là-dessus. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, pour toutes les questions, parce qu'on a essayé de couvrir le sujet dans sa globalité avec Héloïse, s'il y a d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas aussi à nous les poser. Vous pouvez aussi nous trouver sur LinkedIn. Hein, Héloïse et moi, on est sur LinkedIn. On fera ça avec, vraiment avec grande joie. En tout cas, on vous remercie pour voilà, votre écoute, voilà, cette envie que vous avez eue de nous écouter aujourd'hui. Et puis, on sera ravis voilà, de poursuivre les échanges ou l'aventure sous une forme ou une autre avec vous, ici ou là. Et on vous souhaite une très belle journée. Je te laisse dire un mot, si tu veux ajouter un mot, Héloïse, pour dire quelque chose avant qu'on se quitte. Merci Dan déjà pour cet échange qui était extrêmement intéressant à un moment extrêmement stratégique pour moi, à vrai dire. Et surtout à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure, c'est absolument extraordinaire. Vous aurez, si vous ennuyez un peu, mais que vous hésitez, que vous dites j'ai envie d'un nouveau challenge, j'ai envie d'une nouvelle vie, mais bon, peut-être qu'il va y avoir que c'est mieux de rester là où je connais. N'hésitez pas, signez en bas de la feuille, signez le contrat avec tout ce qu'on s'est dit. Ouais, Et puis prenez votre valise et puis allez vous ouais, promener. Ce sera la plus belle expérience Je pense que c'est l'une des grandes expériences de vie ouais, professionnelle et personnelle, d'accord. très honnêtement. Ouais, je te rejoins, moi aussi, ça fait partie de mes plus grandes expériences, effectivement. Et, En tout cas, merci Héloïse d'avoir accepté mon invitation. Et puis, eh merci. bien, on se retrouve, nous aussi, ici ou là. À très vite. Belle journée à chacun. Merci, au revoir.